Alors, nous en sommes à la dernière étape, mais toujours la fraîcheur y est aussi avec votre matinale et dans votre matinale. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons emploi de notre thématique, la gestion du processus de recrutement. Vous savez, le recrutement, c'est une stratégie, en tout cas, qu'il faut mener, qu'il faut établir pour les différentes structures de recrutement, les DRH, rendre heureux, comme on les appelle aujourd'hui. Et cela demande beaucoup d'assiduité. Comment cela se passer avec notre invité, on saura davantage sur le sujet. C'est parti, décortiquage après. Le recrutement tient un rôle important dans une entreprise, un facteur clé à ne pas négliger dans le développement des entreprises. La décision de recruter permet à ces dernières de répondre à leurs besoins en compétences. Le processus du recrutement des personnels, pour moi, ça ne se fait pas dans les normes en Côte d'Ivoire. Parce qu'on constate que généralement, quand les jeunes déposent les dossiers pour les stages ou pour les embauches, on leur dit, monsieur, allez-y, on va vous rappeler. Mais on constate que ces jeunes-là ne sont jamais rappelés. Ne sont pas appelés. Soit, pour que tu sois appelé, il faut que tu aies quelqu'un à l'administration dans cette entreprise ou un parent. Et généralement, il y a certaines personnes qui se permettent de dire connaissance est mieux que diplôme. Je dirais aux entreprises de suivre les règles selon les recrutements, de ne pas favoriser, les connaissances. Le recrutement a un enjeu très important, je dirais un enjeu stratégique, à savoir que l'entreprise ne peut exister, pour ne pas dire ne peut se développer sans ces ressources humaines qui constituent en quelque sorte son capital humain. Nous sommes dans une dynamique, j'allais dire, de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ça, il faut le souligner parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir concilier la performance des ressources humaines à la performance sociétale de l'entreprise. Et pour cela, il va de soi que les entreprises bâtissent des chartes éthiques pour permettre à ce que éventuellement ces aspects de discrimination ne soient pas perçus dans le processus de recrutement qu'ils ont en charge. Sinon, je vais parler essentiellement de la fonction RH. Pour trouver le candidat idéal, qualifié et motivé, la direction des ressources humaines recrutera le plus souvent en interne. Il s'agira ici d'une promotion ou d'une mutation. L'entreprise peut aussi recruter sur le marché du travail externe pour sélectionner son candidat idéal. Dans ce cas, elle fait appel à un cabinet spécialisé. Il existe d'autres pistes pour dénicher la perle rare. Petite annonce, candidature spontanée et réseau institutionnel et professionnel. Il faut pouvoir faire une distinction. Dans le recrutement, il y en a deux types. Il y a d'abord ce qu'on appelle un peu dans notre jargon un recrutement spontané. Il se fait essentiellement, je vais dire, lorsqu'il y a un agent qui démissionne ou qui décède. Ça, c'est un recrutement spontané. Maintenant, il y a le recrutement planifié. Ce recrutement, je vais dire, lui, il s'inscrit dans une approche stratégique qui tire sa source à partir d'un outil de développement des ressources humaines, notamment la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières. Bien gérer le processus de recrutement dans une entreprise nous paraît très vital pour deux raisons essentielles. En interne, c'est un facteur de motivation et d'implication du personnel. Lorsqu'il s'agit du recrutement interne, où l'aspect d'équité a tout son sens, éventuellement. Et puis en externe, c'est un facteur qui semble être inhérent au développement de la marque employeur de l'entreprise. Parce que c'est important que l'entreprise soit vue au niveau de l'extérieur, au niveau de la société, comme une entreprise crédible. La sélection du candidat est un processus qui s'inscrit souvent dans un contexte d'incertitude relativement au contenu du poste à pourvoir, aux compétences du candidat et à sa personnalité.
Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette thématique. J'espère que vous avez vos calepins. À tout moment, vous pouvez essayer de nous poser des questions, des suggestions sur le hashtag Matin Bonheur. Alors, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui M. Sylla Al-Hussein, le dynamique président de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, APRHCI. M. Sylla Al-Hussein, bonjour, bonne année. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau. Tout de suite, première question. Quels sont les principaux axes qui sous-tendent la gestion du processus de recrutement? Bonjour à vous aussi et meilleurs vœux Merci. pour 2019. Vous savez, le processus de recrutement présente 6 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'expression du besoin. Parce que s'il n'y a pas de besoin exprimé, il ne peut pas y avoir de recrutement. Ensuite, c'est la définition du profil recherché. Ensuite, c'est l'appel à candidature pour trouver donc cette personne qui correspond au profil recherché. Ensuite, il y a donc le processus de recrutement lui-même par l'appel à candidature. Et après l'appel à candidature, si un candidat a été retenu, il s'agit de faire tout ce qu'il faut pour son engagement dans l'entreprise, soit au travers d'un contrat CDD ou CDI. Et enfin, le dernier élément, c'est son intégration dans l'entreprise. Très bien. Alors, pour toutes ces étapes-là, il y a bien une analyse à faire. Donc, on va démarrer par l'analyse du besoin. Alors, le besoin de recrutement se présente à l'entreprise sous 2 axes. Il y a le prévisionnel, qui est que l'entreprise doit pouvoir anticiper sur ses métiers, doit pouvoir anticiper sur les compétences recherchées pour pouvoir rester compétitive dans son domaine d'activité. Ensuite, il y a le besoin qui est exprimé immédiatement parce que soit quelqu'un vient de démissionner, soit quelqu'un a été licencié ou est décédé ou est parti à la retraite. Donc, l'entreprise peut stratégiquement élaborer son mécanisme de recrutement sur le terme ou peut décider, en fonction du besoin qui est exprimé, de procéder à un recrutement immédiat. Après ça, il y a le profil recherché. C'est très important parce qu'il faut bien le définir, parce qu'il y va aussi de la fiche de poste à faire après, et puis de l'épanouissement même de la personne. Il faut trouver le bon profil et le définir. Bien sûr, évidemment, si vous n'avez pas bien défini le profil, il va sans dire que vous n'aurez pas la compétence recherchée. Le profil est défini en rapport avec le service ou la direction qui exprime le besoin de recrutement. C'est eux qui savent les ressources humaines qu'ils recherchent. Et ensuite, le département ou la direction des ressources humaines ne fait que traduire donc, ce besoin sur un profil, savoir le profil classique. Mais la spécificité de l'agent à recruter dépend de la direction qui exprime le besoin. En parlant de direction à ce niveau-là, on a 2 modes. Hein. On a de la mobilité interne et puis du recrutement extérieur. À quel moment ces 2 étapes-là interviennent ou le choix s'opère comment? Ça aussi, c'est une stratégie de l'entreprise. Il y a des entreprises qui peuvent décider de procéder donc à donner la possibilité aux salariés déjà engagés de pouvoir connaître des promotions, évoluer dans le métier pour justement maintenir leur passion, maintenir leur dynamisme au travail. Il y a des entreprises aussi qui peuvent décider d'oxygéner l'entreprise en faisant rentrer du sang nouveau, en faisant rentrer une compétence nouvelle pour tirer l'ensemble des employés vers le haut. Donc tout dépend. Mais en même temps, c'est un mix. C'est un mix. Si vous voulez que votre entreprise évolue, si vous vous contentez juste de faire rentrer des compétences extérieures, sans tenir compte de ceux qui sont là et qui ont de la valeur, vous créez une sorte de conflit qui va se poser entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là et qui estiment parfois que le poste qui est proposé peut être occupé par des gens en interne. Là, quand on parle de quel genre d'entreprise? Parce que là, j'ai les entreprises privées, j'ai mon business comme on dit, et puis il y a les entreprises publiques, parapubliques.
Est-ce que là, on a la même nomenclature? Parce qu'on sait tous que pour une entreprise privée, celui qui fait son business, qui a une obligation de résultat, va vraisemblablement, hein, je parle sous le couvert du RH, de l'expert, aller vers vraiment une situation, un choix méthodique, tout ça. Mais une entreprise parapublique qui est subséquente ou bien inhérente à quelqu'un qui a été nommé parce que, bon, c'est une affaire d'État, tout ça. Parfois, la compétence, ça peut être une compétence politique que professionnelle, hein. On se comprend. Quand c'est comme ça, est-ce que ça ne peut pas provoquer des dichotomies? On se comprend, non? On se comprend très bien. Et croyez-moi, c'est une problématique qui est posée. Mais en même temps, vous avez répondu vous-même. Vous savez, l'entreprise est créée pour générer des ressources. Et le chef d'entreprise a, je dirais, un objectif précis, c'est comment gagner de l'argent, tout en offrant de l'emploi aux jeunes ou aux compatriotes. Donc sa stratégie va tourner autour de rechercher la compétence la meilleure. Et cela lui impose de chercher sur le marché. La compétence professionnelle la meilleure, oui, pas la compétence militante. Je parle de la compétence professionnelle. Moi, je m'inscris dans ce que je peux considérer comme une entreprise dont l'objectif est de chercher de l'argent, d'avoir de l'argent. Maintenant, quand vous avez une réalité sociologique, qui est que quand un DG est nommé à la tête d'une entreprise, publique ou parapublique, et que l'objectif qui lui est demandé, ce n'est pas de faire des résultats en termes de recettes, en termes d'augmentation, je dirais, de l'entreprise en termes de richesse, il va sans dire forcément que celui qui t'a nommé te donne des orientations. La main qui donne et la main qui ordonne. Voilà, il ordonne et parfois c'est une main qui ordonne tellement bien que vous-même vous finissez par devenir ordonnateur aussi. Donc chacun selon l'intérêt qu'il a. Un chef d'entreprise privée qui a son business va toujours rechercher, même là encore il faut le savoir, c'est pas toujours évident que le chef d'entreprise privée va chercher des compétences professionnelles à l'extérieur. Parfois, on fait rentrer aussi les membres de sa famille. On s'assure que oui, que j'ai un cousin qui ne travaille pas, j'ai un neveu, j'ai un petit frère qui est à la maison. Donc, on lui donne sa chance. Donc, dans tous les cas, si vous avez une vision de votre entreprise, si vous savez ce que vous recherchez pour votre entreprise, vous allez faire en sorte que ceux qui viennent, je dirais, par des voies détournées, par le rapport personnel qu'on peut avoir avec la personne, soient minoritaires dans le recrutement de l'entreprise. En tout cas, en tout état de cause, il faut avoir la vision bien dans l'axe pour pouvoir, en tout cas, avoir une productivité efficiente et non pas du copinage. Alors, on parle maintenant de l'appel à candidature. Comment il s'établit et comment se fait l'analyse des différentes candidatures? Alors, l'appel à candidature procède de la définition du profil. Quand on a arrêté le profil recherché, quand on a arrêté les conditions d'accès à l'emploi, on procède à un appel public à candidature. Cela peut se faire aujourd'hui par les moyens que nous connaissons. Traditionnellement, on passait par voie de presse, par voie de publication, par voie d'affichage. Aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux. Et vous avez deux axes. Soit l'entreprise décide de piloter elle-même tout le processus de recrutement. Dans ce cas, c'est elle qui va recevoir les candidatures qui vont s'exprimer, qui va les analyser, qui va faire le tri et la sélection. J'avoue que c'est fastidieux et c'est très coûteux pour l'entreprise. Ou bien l'entreprise peut décider de confier son recrutement à un cabinet privé qui aura donc en charge d'exécuter tout le process et de venir lui présenter peut-être les 3 meilleurs ou les 5 meilleurs qui auront été retenus. C'est une démarche qui a l'avantage de maintenir, je dirais, l'équité, de maintenir l'impartialité du recrutement et de permettre justement à l'entreprise d'avoir la compétence recherchée. L'équité jusqu'à quel niveau? Parce que l'entreprise de recrutement va faire son travail, va lister, va déposer sur la table des décideurs 5 noms. Mais c'est là où la magie, en guillemets, peut commencer aussi. Parce que dans ces 5 noms, on a des entreprises où les plus bien notés sont curieusement les derniers. Quand il y a 5 noms comme ça qu'on dépose, sur quelle base maintenant le choix se fait?
Et vous savez, le recrutement, ce n'est pas seulement une compétence. C'est un ensemble de réalités qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est un individu qui va venir s'intégrer dans une équipe. Et s'intégrer dans une équipe ne veut pas forcément dire que vous êtes le meilleur joueur. Vous pouvez être le meilleur joueur, mais si vous n'avez pas un esprit d'équipe, si vous ne savez pas jouer en équipe, vous aurez du mal à faire avancer l'entreprise. Et donc, ce qu'on recherche, c'est moins quelqu'un qui va venir créer plus de problèmes que quelqu'un qui va venir aider les autres Mais si à le progresser. cabinet a déjà fait le travail, a vu que ce monsieur que nous proposons vraiment, il a répondu à toutes les... Il a compétences requises, aptitude, tout ça. Intégration facile. Oui, mais... Après, tout le monde se trouve sur le même palier. Comment s'opère le choix pour revenir? Il y a quelqu'un même qui était dans les profondeurs du classement, qui, comme par hasard, a 10 000 points en bonus et qui est recruté. Oui, mais ça, je vais dire, ça, c'est la subjectivité de tout employeur. Mais ce qui est certain, si on vous donne 5 noms ou 3 noms, la liberté que vous avez, c'est de procéder par vous-même à l'audition de ceux qui vous sont proposés. Et les critères sur lesquels ils ont été peut-être sélectionnés par le cabinet vont différer des critères qui sont les vôtres. Parce que vous allez... Non, quand je parle de différer... Vous allez voir quoi? Le nom de famille, leur région, leur parti politique, leur club préféré? Il y aura d'autres composantes qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte qui permettent à l'employeur de savoir en 2 ou 3 personnes la meilleure. C'est quoi? Quelles sont ces composantes? Mais ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Avec votre expérience, vous savez, un directeur, il y a 5... un cabinet sérieux à travailler, il y a 5 noms. Il y a 5 noms. Dans les 5 noms, lui, il va se baser sur Comment se donner les chances? Bien choisi. Se donner les chances, justement, c'est d'interroger l'individu sur des bases qui vous concernent, qui vont au-delà, c'est ce que j'ai dit, de la compétence professionnelle. Et sur la base de ce que vous estimez que le salarié qui rentre chez vous pour la première fois doit épouser comme un ensemble de valeurs, vous regardez si ces valeurs-là sont partagées par vous et par celui qui est en face. Parce que la personne peut avoir la bonne compétence, mais vous vous rendez compte qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. Elle peut apprendre. Oui, elle peut apprendre. Elle peut apprendre, elle peut faire un... Il y a toujours une période d'essai après, tout ça, elle peut apprendre. Parce que là, au fait, on insiste parce que c'est là que se passe beaucoup de choses. C'est à ce moment-là où le propriétaire de l'entreprise, ou le DG nommé par ou c'est sa propre affaire, ou bien c'est une entreprise publique ou parapublique, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il est le seul à décider. Et ça peut gêner, non? Ça peut gêner. Parce qu'on ne sait pas ces critères. Voilà, il n'y a pas une communication aussi vis-à-vis de ceux qui n'ont pas été recrutés pour expliquer pourquoi, pas vous et telle autre personne. Écoutez, vous me demandez, je pense que dans la plupart des entreprises, il y a un comité qui est mis en place pour auditionner ceux qui sont proposés. Et puis ensuite, on regarde. C'est vrai, dit comme ça, je prendrai l'exemple d'un entraîneur de foot. Vous savez, un entraîneur de football, il vous voit à la première touche de balle. Il sait si vous êtes un bon joueur ou pas. Il sait si vous pouvez aider son équipe à progresser. Il peut aussi acheter un grand joueur sur le marché, à prix d'or. Mais il peut s'être trompé. Parce que simplement, dans l'équipe où la personne était, elle avait peut-être un certain niveau, une compétence et autres. Mais elle se retrouve dans une nouvelle équipe, elle n'est pas bien intégrée, elle ne connaît pas les valeurs de l'équipe. Et donc, elle peut être un fiasco pour le recrutement. C'est la même chose. Quand on recrute d'abord sur des bases, je dirais des critères objectifs définis, à la base. Et puis ensuite, on laisse son instinct parler. C'est vrai, il y a des paramètres qui sont des paramètres subjectifs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est mineur. C'est parfois mineur. Comme je l'ai dit. En Afrique, c'est mineur? Bon, en Afrique, j'aime pas trop l'expression. Il y a beaucoup plus d'a priori. Voilà. Parce que de plus en plus, nos chefs d'entreprise ont compris que si vous voulez que votre entreprise progresse, si vous voulez que votre entreprise crée de la richesse, si vous voulez que les hommes à l'intérieur de votre entreprise restent dans votre entreprise, vous avez un ensemble de choses que vous devez impérativement faire. Il y a des entretiens d'embauche où c'est comme si c'est à peine comme si on ne vous demandait pas votre carte de parti politique. Hein. Oui, mais ça, c'est malheureusement la situation de notre continent. J'aime pas le dire, mais vous savez, tout à l'heure, vous avez posé la question sur la différence qu'il y a entre une entreprise privée, une entreprise publique et une entreprise parapublique. Je dis, quand vous êtes nommé et que votre nomination ne procède pas forcément de votre qualité professionnelle ou de votre connaissance du management,
On vous met à la tête parce que vous êtes un bon militant, parce que vous avez su à un moment donné bomber la poitrine pour le régime en place. Vous n'avez pas les mêmes réalités que celui qui est préoccupé de savoir, attention, le recrutement est un acte important pour l'entreprise. Vous n'avez aucune vision. Pas qu'il n'a pas de vision. On peut avoir une vision même quand on est recruté par le politique. On peut avoir une vision. Mais je dis... Une vision biaisée. Ce n'est pas forcément une vision biaisée, mais c'est une vision qui permet d'intégrer des paramètres qui peuvent parfois se présenter comme des paramètres qui ne sont pas... Et ça gêne les responsables des ressources humaines? Oui, souvent. Oui, souvent, quand le directeur général vous dit, mais on fait comment? Tu me prends mon petit... tu regardes, le choix est là. Le dernier recours, c'est le directeur général, ce n'est pas oui. le DRH. En matière de recrutement, le directeur des ressources humaines, si le recrutement est fait, et non, il est impliqué. Il faut pas mais s'il va à l'encontre de vous, vos prérogatives de ressources humaines, vous pouvez démissionner. C'est un choix. Vous ne pouvez pas cautionner, peut-être en tant que DRH sérieux, on ne peut pas cautionner que quelqu'un vienne alors qu'il n'a même pas, il a été au moins 17e, 18e au classement. C'est un choix. Vous pouvez avoir le choix de dire que moi, j'ai des valeurs. Et ces valeurs-là, j'entends les respecter jusqu'au bout. Si le directeur général vous dit, vous m'avez proposé 5 noms, mais je préfère quelqu'un qui est 18e, comme vous l'avez dit, à recruter, vous avez le choix en lui disant, si nous recherchons véritablement le progrès de l'entreprise, si nous voulons une compétence qui nous fasse avancer, monsieur le directeur général, je pense que ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, pas à ce poste. Parce qu'on peut lui trouver d'autres postes, mais pas à ce poste. Maintenant, si le directeur général insiste, vous devez savoir que vous êtes un salarié et que vous êtes sous son autorité. Il est d'abord le garant de l'entreprise. C'est lui qui décide de la marche. Vous l'accompagnez en tant que conseiller, parce que le DRH est d'abord le premier conseiller de son directeur général. Mais quand on donne un conseil à quelqu'un, il prend ou il ne prend pas. Mais vous, votre obligation, c'est de faire en sorte que s'il vous dit, vous recrutez monsieur X, vous devez être à même de faire de monsieur X, qui était peut-être 18e, une compétence qui va s'avérer être l'une des meilleures de votre entreprise. Voilà. Il y a aussi l'accueil, l'intégration et la période d'essai qui sont des moments très importants. Vous savez qu'on va terminer. Bien sûr, l'accueil est fondamental pour le nouvel employé. Pour la simple et bonne raison qu'il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas parfois. Il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les codes de vie, il ne connaît pas la culture d'entreprise. Donc, il est important qu'il soit bien intégré pour se sentir aimé, désiré et attendu. Parce que s'il se sent aimé, désiré et attendu, il va forcément se battre pour s'intégrer lui-même dans cette équipe. La période d'essai est une période qui permet donc à l'employeur et à l'employé de pouvoir regarder si leur coopération peut aboutir à, je dirais, à un CDI qui pourrait leur permettre de pouvoir travailler ensemble. Justement, parlons des contrats CDD, CDI, ce sera vraiment l'intitulé de prochain thème parce que dans des entreprises, il y a vraiment des contrats fantoches, des contrats qui ne sont pas libellés correctement. Ce sera donc le thème de prochaines émissions. Merci de rester à Matin Bonheur, le lieu où on vient chaque matin pour s'informer. Bonne journée.